J'ai l'honneur d'être chairman de la première session sur les biocarburants. Je suis Jérôme Bellec, enfin un Polytech Nantes et directeur du Gister. Et on va commencer par parler d'un des leviers pour la décarbonation, hein, les biocarburants, troisième génération, fait par le GPEA notamment sur le site, donc à Saint-Nazaire et à Nantes, à Viercul. Vous allez nous parler de deux projets européens, parce que vous avez cette chance et cette force voilà, de travailler sur deux projets européens en parallèle. Et vous avez 15 minutes. Hein, merci à vous. Ça marche. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Albrand, je suis enseignant-chercheur à Nantes Université je suis rattaché au laboratoire GPEA et SARI. Moi, c'est Sarah Abrad, je suis enseignant-chercheur à INT Atlantique. Et pareil, je suis aussi chercheur au laboratoire GLPE et je coordonne le projet Cockpit. On voulait vous présenter les potentiels des biocarburants de troisième génération au travers de nos projets européens. Donc, on peut lire le week-end dernier dans les colonnes du Monde que les compagnies aériennes s'intéressent enfin aux carburants durables. Alors, je sais qu'on est chez les cargos, donc plus transport maritime, mais en fait, les biocarburants s'intéressent aussi, on s'intéresse beaucoup au transport aérien. Et donc, bon, je ne vais pas revenir, ça a été très bien présenté sur les enjeux de décarbonation des transports. Pour le terrestre, on voit que l'électrification est tout à fait pertinente, notamment pour les petits véhicules, puisque les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs thermiques, plus légers, mais il y a un problème qui est la densité énergétique, notamment si on compare les batteries avec les carburants liquides, c'est un facteur quasiment 100 d'un point de vue quantité d'énergie par kilo. Et donc, si on met ça bout à bout, si on veut faire décoller un A380 de 500 tonnes avec des batteries, ça va être un peu compliqué, et faire bouger 200 000 tonnes d'un porte-container. Alors, il y a l'avantage là, c'est qu'on ne sait pas le faire rouler, mais il y a quand même des notions physiques qui rentrent en jeu, et donc les carburants liquides restent importants. Et notamment, on parle de biocarburants, il y a aussi les carburants, bon, c'est pas sur notre sujet, les carburants, c'est tout ce que les biocarburants, c'est tout ce qui est rattaché à la base de biomasse. Hein. On peut parler des bioéthanol, des esters méthyliques, des biogaz, des syngaz. Et nous, on va regarder les carburants de troisième génération, juste pour le cadre réglementaire européen pour l'aviation civile. Donc, vous avez le Refuel Act qui demande que la part des carburants durables pour l'aviation, qu'on appelle les SAF, augmente jusqu'à atteindre 70% pour 2050. Et en plus, il faudrait que ces carburants soient, donc on utilise du CO2 donc c'est plus de la défossilisation que de la décarbonation, si on est un peu tatillon sur les mots, mais il faudrait que le CO2 qui est utilisé pour ces biocarburants soit d'origine biogénique, c'est-à-dire qu'il ne dépende pas lui-même de CO2 d'origine fossile. Donc, c'est le schéma ici. Donc, vous avez tout ce qui est combustion de biomasse solide, vous avez tout ce qui est fermenteur, méthaniseur, et voilà. Et donc, les carburants, si on regarde les biocarburants, il y a plusieurs générations. La première génération, de toute façon, parler, c'est tout ce qui est les biocarburants à base de denrées alimentaires, notamment graines oléagineuses. On est allé par la suite, donc il y avait une compétition sur les fer à rare, notamment, donc on est allé plus sur les carburants de deuxième génération, où on n'allait pas que sur l'alimentaire, mais aussi tout ce qui était résidus, déchets et lignocellulosiques. Et enfin, nous, ce qui nous intéresse ici, via nos projets européens, c'est ce qu'on appelle les carburants de troisième génération, c'est-à-dire sur les organismes autotrophes, qui vont pouvoir convertir la lumière du soleil et du CO2. On parle beaucoup des microalgues. Alors pourquoi les microalgues elles ont en fait un taux de croissance, et on revient par unité de surface, qui est 10 à 20 fois supérieur que les plantes terrestres, si on compare avec du tournesol, du maïs, ou par exemple du colza. On peut les cultiver, vous avez une photo, là c'est sur notre plateforme Algosolis à Saint-Nazaire, de différents systèmes de culture en bassin ouvert. On séquestre à peu près 1,8 tonnes de CO2 par tonne de biomasse, et on peut, et c'est toute l'idée, de les valoriser de façon énergétique. Mais on a des gros défis. Un des plus gros défis, c'est bien évidemment la microalgue, elle se développe dans de l'eau, donc il faut la disponibilité en eau et récupérer cette eau au maximum. La récolte et la déshydratation, cette eau, elle doit être éliminée pour passer dans les procédés qui puissent après valoriser cette biomasse. Et l'apport en nutriments, que ce soit une microalgue, que ce soit du tournesol, il faut bien des nutriments autres que le CO2. Et là où on a des points durs, c'est l'azote et le phosphore. Si vous faites un bilan matière
basique sur les besoins en biocarburant qu'on aurait besoin et les quantités azote et phosphore nécessaires pour maintenir ça, vous verrez qu'on arrive sur des ordres de grandeur proches des quantités d'engrais fertilisants azote et phosphore qu'on importe pour déjà l'agriculture conventionnelle. Donc il faut des notions de recyclage qui est clé dans ce genre de cas. Et bien évidemment, il faut une surface éclairée, comme du photovoltaïque, comme tout type de culture. C'est l'énergie solaire qui permet de réduire le carbone en molécules plus complexes. Et donc, il nous faut du terrain et un peu, pas trop pentu, notamment, qui limite certaines choses. Et enfin, il faut produire plus d'énergie à la fin qu'on a mis. Hein, c'est un peu important. Et aussi avoir une émission de gaz à effet de serre au global qui soit inférieure à ce que l'on aurait eu si on avait produit des carburants conventionnels. Donc, point critique qu'on considère, c'est cultiver des souches qui peuvent maximiser leur contenance en lipides, puisque ça va augmenter les rendements après leur transformation. Avoir des procédés innovants de culture pour limiter le traitement de la biomasse humide. Maximiser l'intégration circulaire, comme je disais, les nutriments sont quelque chose et leur recyclage, le nerf de la guerre, donc il faut avoir une recircularité dans toute la chaîne de valeur. Et avoir une approche globale, holistique, où il faut pas regarder la production, le raffinage, le recyclage de façon séparée, mais tout englober pour essayer d'avoir de s'assurer qu'on soit une viable d'un point de vue énergétique, économique et environnemental. Donc, si vous mettez ça tout bout à bout, vous voyez bien que c'est pas une équipe, un chercheur dans son coin qui peut réussir à mettre en œuvre cet ensemble de chaînes de valeur. Et donc, il faut mutualiser les compétences, que ce soit l'upstream qui vient à la partie culture et le downstream qui vient à la partie raffinage, et avoir toutes les compétences donc pour la culture, la récolte, la conversion, et réduire au maximum le risque technologique qu'on pourrait avoir au niveau de ce développement. Et c'est dans ce cas-là qu'on est obligé d'avoir du multidisciplinaire, notamment des projets européens. Donc, Cockpit avec Sahari et Sun Fusion avec, en tant que moi, responsable de notre université. Donc, rapidement, projet Sun Fusion, donc, c'est 11 partenaires sur l'appel à projet Horizon Europe. Le coordinateur est Nikos Strongis. C'est 4 ans et c'est 3 millions d'euros sur l'ensemble des partenaires. Et on a commencé il y a 1 an et demi. Et donc, si vous avez un peu suivi ce que j'ai dit jusqu'à présent, on essaie de maximiser le retour sur investissement, que ce soit financier et énergétique, minimiser la consommation de nutriments et minimiser les émissions. Donc, si on voit un peu la chaîne, on voit ici à droite donc tout ce qui est la partie production. On va réussir donc là-dessus, on va essayer, comme je disais, de maximiser la contenance en lipides, notamment avec des stress azotés de la biomasse. Nous, on va essayer d'avoir des réacteurs, des photobioréacteurs dits low cost, RESFOE, je reviendrai juste après ça. Une des innovations que Sahari aussi a, c'est de son projet, c'est l'équipation hydrothermale de la biomasse qui permet en fait de traiter une biomasse qui est humide et non pas une biomasse sèche qui fait gagner énormément en termes d'énergie. Et dans son fusion, on essaie de maximiser l'énergie solaire, pas seulement pour la culture microalgue, mais aussi dans les procédés downstream pour augmenter notre retour sur l'investissement énergétique et au recyclage des phases gazeuses et la clé. Donc, juste là, rapidement. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un RESFOE. On a des microalgues. Il y a un partenaire grec qui essaie de faire aussi des lui enrichir en lipides. Donc là, vous voyez ce que c'est qu'un RESFOE. En fait, ça ressemble à une piscine hein, avec séparation au milieu et une roue à hop. Donc, c'est des productions qu'on a fait l'été dernier sur la plateforme AgroSolid à Saint-Nazaire. Et encore une fois, limitation azotée. On a un soutien de la région aussi pour un postdoctorat. Et là, ce que je disais aussi, c'est qu'on va maximiser aussi l'énergie solaire dans les procédés downstream. Donc, pour l'HTL, du solaire concentré, ça, c'est l'équipe en Grèce. Faire d'accumulateur thermique pour maximiser l'énergie thermique solaire et lisser en fait les utilisations. Hydrotraitement, c'est-à-dire pour s'assurer qu'une fois que l'HTL est passé, on arrive à réduire au maximum tout ce qui est contaminant azote et soufre. Et encore une fois, recyclage au maximum des effluents gaz et aqueux pour le recyclage des nutriments. Donc, l'objectif, avoir 40% de conversion de la biomasse
50% d'énergie sur l'ensemble de la chaîne vient du solaire, maximiser les recyclages et avoir 7 litres de biocrude à la fin du projet pour un TE4. Et si mes partenaires personnels avec qui je collabore, notamment Pascal Gillon, qui est directrice de recherche CNRS, et Béatrice, qui nous a rejointe récemment en tant que postdoc, et 2 ingénieurs, Emmanuel et Guillaume. Pour donner un bon ordre d'idée de ce que c'est que l'application sur notre université. Ça va. OK. Merci Pierre. Je vais être rapide du coup. Donc là, pour présenter Cockpit, je vais vous épargner les chiffres clés. Dans Cockpit, on souhaite produire des biocarburants à partir des microalgues et un outil d'aide à la décision qui va nous départager 2 voies. Une voie qui valorise que les lipides et une autre qui valorise la totalité de la matière première. Et donc, dans ce projet, on souhaite avoir une flexibilité entre carburant aérien et carburant maritime. Et donc, pour ça, je vais me concentrer sur la voie la voie de HTL, où on valorise la totalité de la matière première. Et là, on a 2 possibilités. Donc, on va produire un biobrut dans la partie HTL. Et donc là, soit on a une voie où on va faire un raffinage soft, c'est-à-dire on va pas aller trop loin dans les conditions de traitement pour avoir un équivalent de fuel lourd pour alimenter les bateaux directement. La deuxième voie, c'est un raffinage comme on fait pour le pétrole, pour les produits pétroliers. On va avoir différentes coupes, donc pour l'aviation, pour le routier et pour le maritime. Donc là, à IMT Atlantique, nous avons réalisé notre réacteur de liquéfaction hydrothermale qui fonctionne en continu et qui est en marche aujourd'hui. Et à Aalborg, nos partenaires à l'université d'Aalborg, ils ont réalisé un réacteur d'hydrotraitement catalytique. Donc là, vous avez les conditions opératoires et quelques éléments sur le rendement que je vais vous épargner. Et donc, pour la partie hydrotraitement catalytique, donc on a 2 choix. Donc, un traitement soft, dans ce cas-là, on fait qu'une seule étape, donc un seul étage de raffinage. Et un raffinage poussé pour lequel on va aller chercher les carburants pour le secteur aérien et alimenter le maritime par une autre partie des phases. Donc, pour le carburant, pour la première voie, traitement soft, donc on récupère à peu près 80% de bio-oil, on la transforme en équivalent de fuel lourd. Donc, on a fait les quelques caractéristiques dont nous disposons au laboratoire, enfin les équipements dont nous disposons au laboratoire. Et donc, jusque-là, il faut le traiter à 275 degrés avec une faible consommation d'hydrogène par rapport à un raffinage classique. Et la majorité des caractéristiques qu'on a testées sont respectées. Donc, ça nous donne ça nous encourage pour continuer à aller plus loin avec cette technologie-là. Avec la deuxième technologie, c'est le raffinage poussé. Et dans ce cas-là, on a obtenu les différentes phases. Et là, si on fait la somme de tout ce qui peut passer dans le carburant maritime, c'est-à-dire la partie gasoil et la partie résidu lourd, on peut compter à peu près 65% de la bio-oil introduite en amont du réacteur de raffinage pour alimenter les bateaux. Voilà. Désolé pour être speed, mais voilà, respecter le temps. Et je remercie mes collègues à MT Atlantique et à Aalborg, sans qui ce travail ne sera pas réalisé. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci Sari, merci Pierre. Je suis sûr qu'il y a quelques questions. On a quelques minutes, 5 minutes. Monica? C'est juste pour ouvrir le bas des questions. Merci beaucoup, c'est très intéressant. En tant qu'économiste, je m'intéresse sur volume. Je me rends compte qu'il y a un indicateur qui mesure le nécessaire pour alimenter un navire sur une ligne Asie-Europe. On peut extrapoler ce que vous faites et avoir un indicateur, je ne sais pas, mètre carré, kilo, tonne. Peut-être si j'ai bien saisi la question. Donc, pour les microalgues, on peut prendre un ordre de grandeur à peu près 100 de tonnes par hectare. 100 de tonnes de microalgues par hectare. Pour transformer ça, enfin, la transformation par voie HTL, c'est de l'ordre de 50% de biocrude par rapport à ce qu'on a produit au départ. Et après, on a les 80% si on prend la voie
Donc, si on multiplie tous les rendements, on aura par hectare de production, on aura à peu près 40 tonnes de carburant pour le bateau. 40 ans pour faire un sautage et une autonomie, on se rend compte des segments. Voilà, si jamais on a des difficultés de faire ces conversions-là, on peut s'emparer du sujet et on peut parler pour un projet qui serait, parce que ça nous intéresse que Oui, massifier l'usage et voir quelle autonomie et quel segment de marché. Donc, voilà, typiquement en sciences humaines et sociales, on fait ce type de calcul, mais ça il y a un autre chiffre sur le potentiel européen. Si on mobilise tout le carbone biogénique disponible, bon, on peut produire à peu près 40 millions de tonnes de microalgues. Mais bon, c'est un chiffre à prendre avec. Merci. Il y a une question sur le chat pour les gens qui sont en ligne, là, qui vous demandaient si vous avez fait l'analyse du cycle de vie de vos biocarburants de troisième génération et quel est un peu leur demandeur du résultat. C'est une activité qui vient juste de commencer parce qu'on a besoin de tous les résultats expérimentaux pour aller alimenter ces modèles-là. Et donc, d'ici un an à peu près, on va avoir les résultats et les indicateurs. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette partie-là. Bien, on va prendre pour une question 2. Non, il n'y en a pas. Bon, moi, je... Au niveau de coût de revient, je sais pas. Il y a des gens... Est-ce que vous avez du coût de revient de la production de cette génération par rapport à ce que j'utilise actuellement? Là-dessus, comme on m'a dit, c'est clairement le point dur avec le retour énergétique, le retour sur investissement aussi et l'analyse cycle de vie. Les projets y ont commencé pour ce cockpit il y a 2 ans et demi et pour Sun Fusion, c'est dans le projet, c'est dans le projet, mais là c'est encore un peu tôt pour vous donner un chiffre exact. Mais c'est bien évidemment les indicateurs clés pour nous pour savoir si c'est pertinent ou pas d'aller dans cette direction. Mais on vous invite à suivre les projets parce que ces résultats sont prévus d'être. Voilà. Voilà, c'est bien dans les projets. Une dernière question. Bonjour, Marco Palotto, LSN. Est-ce que vous avez des informations ou des recherches autour de la compatibilité de ce nouveau carburant avec des carburants d'origine Aussi. fossile? Oui. Ouais, bah, si je parle de cockpit, donc nous, on a 2 partenaires qui s'occupent de ça. Donc, Hellenic Energy, c'est le pétrolier grec qui va s'occuper de la fraction gasoil et fuel lourd pour les caractériser et voir leur compatibilité avec le bateau. Et pour la fraction aérienne, on a aussi notre partenaire qui va faire une caractérisation assez poussée. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a que des premiers résultats qui sont encourageants, mais on n'a pas toute la liste de caractéristiques à montrer. Mais les caractéristiques qu'on a jusqu'à maintenant, ils sont compatibles avec les spécifications de la norme européenne. Je parlais plutôt de la compatibilité. Si je mélange ça avec un carburant d'origine. Oui, donc ça, il y aura des tests de miscibilité à faire qu'on va commencer à regarder. Parce que les caractéristiques, selon la norme, si ces caractéristiques sont respectées et s'ils sont miscibles, c'est-à-dire que ça va fonctionner sur le bateau. Pas de souci. Merci beaucoup, Cyril, merci Pierre.